Bien, je tiens à m'associer à mon ami Joseph Lortapy pour remercier Catherine Gauffaut et l'organisation de ce beau moment, beau festival, et vous remercie de votre présence à chacune et à chacun. Philippe Jacotet est mort en 2021 et l'année de sa mort sont parus 2 livres. Le dernier livre de Madrigal, poème, paru chez Gallimard, et une plaquette tout à fait importante, La Clarté Notre-Dame, plaquette dont j'espère la modestie de Joseph Laure ne prendra pas ombrage si je rappelle qu'elle lui est dédiée. Ce livre est absolument bouleversant parce que c'est le livre d'un très grand poète, un très vieux poète, qui sait qu'il est en train de mourir, qu'il va mourir. Et c'est un livre, on aurait dit en italien, de rimpianti, de regret. Et ce regret porte pour l'essentiel sur le fait de ne pas avoir su dire, au moment où il l'avait côtoyé, visité, vu, la beauté d'un lieu, la clarté Notre-Dame. Mais en plus de cela, il y a un regret plus profond, plus sourd, qui effleure, et qui effleure notamment Joseph Laure à l'occasion de l'évocation de Dante, de ne pas avoir été un poète politique. Alors, il y a une espèce de ligne comme ça, je n'ai pas su dire les conflits, la violence de mon siècle, comme si dans la balance qu'il évoquait dans le beau film que vous avez vu, qui est un film de 78, la balance entre le dire la vie et le dire la mort avait penché plutôt du côté de la vie que du côté de la mort. Mais ce n'est pas exactement cela dont je voudrais me saisir dans La Clarté Notre-Dame, mais d'un instant tout à fait bouleversant qui se situe dans les toutes dernières pages du livre, et vous allez voir pourquoi je l'ai choisi. Arrivé donc à ce trop grand âge, il a bien fallu que, même de très mauvais gré, j'imagine ce que pourrait être, puisque sauter par-dessus, comme l'a fait notre ami M.R., aura pour seul résultat d'en aggraver la tristesse, la cérémonie de ma fin. Longtemps encore, j'ai cru à ce dont j'avais trouvé la formulation chez l'admirable Cristina Campo. La liturgie comme la poésie est splendeur gratuite, gaspillage délicat, plus nécessaire que l'utile. Puis, même cela ne m'a plus paru du tout possible, comme un dernier et presque définitif mensonge. Et la pensée m'est venue de ces moments de poème qui depuis si longtemps me hantent. Permettez-moi de répéter cette phrase. Et la pensée m'est venue de ces moments de poème qui depuis si longtemps me hantent. Et il fait alors droit à une petite série de citations qu'il emprunte chez des poètes qui le hantent et qui l'obsèdent, et qui témoignent tous de cette transaction secrète ou de cette commune présence qu'évoquait il y a un instant Joseph Laure, c'est-à-dire l'idée de poème ressource, de poème appui, de poème pour vivre. Et dans ces poètes, évidemment, il y a Hölderlin, c'est la première citation, énigme, ce qui sourd pur. Il y a, c'est un peu plus étonnant, Claudel, tête d'or. Il y a Goethe, le Goethe du Nartlied. Il y a Leopardi, ses vers des ricordanze, devenus à la longue une sorte de mot de passe. Des poèmes traduits comme mot de passe. Pas simplement, comme tu le disais très justement, mot de passeur, mais mot de passe entre l'expérience et la langue. In queste sale antiche al chiaror delle nevi. Dans ces salles antiques à la lueur des neiges. Il commente la traduction. Et puis, il revient à un poème qu'il a en effet hanté, qui est le poème de Hölderlin, et qu'il partage ce souvenir de ce poème avec André Dubouché. Car pour peu de choses, était désaccordée, comme par la neige, la cloche dont on sonne pour le repas du soir. Et ici surgit l'évocation d'une cloche entendue enfant, et qui m'a fait l'effet, vous vous souvenez sans doute de ce film d'Orson Welles,
Rosebud, au début de Citizen Kane, puisque tout le film est comme aimanté par ce nom Rosebud, bouton de rose, qui est en fait le nom d'une luge. Et lui, c'est le son d'une cloche qui l'obsède. Dans le film que vous avez vu, que vous avez eu la chance de voir, dans les extraits que vous avez eu la chance de voir, là, comme vous l'avez vu, la traduction est très présente. Elle est présente comme métier, bien sûr, puisque Jacoté l'a dit, à la fin des années 40, au début des années 50, il se cherche un métier, il ne veut pas enseigner la littérature, il sait qu'il est fait pour écrire, c'est sa vocation, et donc il choisit le métier de traducteur, ce qui veut dire aussi, il le dit avec un peu de dédain d'ailleurs à l'endroit d'un écrivain italien qui est désormais un peu plus réévalué que ça, qui est Cassol, qu'il a traduit pour vivre, Homère, Musil. Mais il dit quelque chose, me semble-t-il, de plus central dans sa pensée, qui est la tension qui peut exister pour lui entre l'expérience de la traduction des sensations, du ciel, des lumières, des visages, de l'amitié. Voilà. Écrire, c'est faire affleurer dans la langue une sensation, un vécu, si vous voulez. Et puis évidemment, traduire l'expérience d'un autre. Et dans les deux cas, et d'ailleurs dans ce film, Jean Starobinski à un autre moment le dit bien, dans les deux cas, c'est de fidélité, d'exactitude et de justesse qu'il s'agit. C'est-à-dire, il s'agit de coller à l'expérience en langue. Et pour Jacoté, être un grand poète, être un grand traducteur, ça aurait été la même chose, au sens où cela aura été, dans chacun de ces deux cas, une expérience de justesse. Et donc évidemment, si vous êtes attaché, parce que chacune et chacun a en lui et en elle des images de ce que doit être un poète, d'un poète fracassant, d'un poète scandaleux, d'un poète rimbaudien qui arrête d'écrire et envoie tout balader, vous n'allez pas trouver chez Jacoté un homme exquis, souriant et délicieux et bien élevé, le poète qui correspond. En revanche, si vous pensez que la force de la parole poétique, c'est d'être au plus près de ce que vous vivez quand vous sortez de cette belle salle et que vous regardez le ciel, alors oui, Jacoté est votre poète. Et si vous pensez que le traducteur est celui qui, à travers la langue de l'autre, est capable de restituer l'exactitude de cette sensation et de cette expérience, alors Jacoté est votre traducteur. On s'était dit dans le partage des voix qu'on a préparé avec Joseph Laure que ça serait bien que je vous fasse entendre au moins 3 traductions de Jacoté. Moi, je suis très sensible à une dimension qui a été évoquée auparavant dans ton propos, et je crois que c'est très important de dire ça. C'est que il y a entre les poètes que Jacoté traduit et les poèmes qu'il écrit au moment où il les traduit, des relations très fortes. Mais ces relations, elles ne sont pas, comme diraient des mathématiciens, de pure bijection, elles ne sont pas de purs reflets, elles suivent parfois des trajets assez complexes, et notamment, il y a un fait qui me paraît très frappant quand on reconstruit l'œuvre du traducteur, c'est que Jacoté aime bien traduire des poètes qui s'accordent plus de violence qu'il ne s'accorde lui-même. C'est-à-dire que Jacoté aime des poètes de l'effraction non réconciliée, de l'expérience brutale, toute dimension qu'il vit très intensément en lui, mais dont sa poésie tend à diminuer l'effet pour le libérer chez le lecteur. Et donc, Ungaretti, Hölderlin et Rilke, ce sont des poètes de la violence. Et Jacoté les traduit sans doute pour s'accorder une part de violence qu'il ne s'accorde pas quand il écrit. Alors, le poème que je vais lire, c'est un poème très célèbre pour les Italiens, puisque c'est le tout dernier poème d'Ungaretti. C'est l'Impietrito il Veluto, qui est un poème qu'il a écrit dans la nuit. Alors, comme souvent Ungaretti, il met en scène sa poésie. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la construction de sa propre
interprétation. Et donc, il a écrit à plusieurs reprises. C'est pas simplement mon dernier poème parce que c'est le dernier dont je me suis senti capable, hein, mais c'est aussi pour moi un poème qui résume toute ma poétique. Et il le date de la nuit du 31 décembre. Donc, si j'ose dire, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit attentif à ce poème. Et je vais le lire en italien, et je le lirai dans la traduction de Philippe Jacotet, et je vous montrerai ce qu'est une traduction délibérément fautive pour faire un plus grand poème français. Ho scoperto le barche che moleggiano sole e le osservo non so dove solo. Non accadrà, le accosti anima viva. Impalpabile ditto di macigno, ne mostra di nascosta il sorteggiato gli scabri messi emersi dall'abisso che reccano, dondolo del vuoto, verso l'alambicar del vecchissimo sesso, la eco di strazio dello spento flutto, durato appena un attimo, sparito con le sue sinistre barche. Mentre si avvicendavano l'uno sull'altro addosso i branchi annichiliti dai cavalloni del nitrì rignari, il veluto croato dello sguardo di Dungia, che sa come arretrarla di millenni, come assentarla, Pietro dopo la girarsi solito, da uno smarrirsi all'altro, zingara in tende di asie, il veluto dello sguardo di Dungia, fulmineo, torna, présente pietà. Et dans la traduction merveilleuse et fautive de Philippe Jacotet, pardon, donc, qui est le dernier poème traduit, le pétrifié et le velours. J'ai découvert les barques seules qui mollissent. Je les observe seules, je ne sais où. Impossible que les accostent âmes qui vivent. Un doigt insaisissable de rocher, aux destinées, secrètement désigne les abrupts messagers surgis du gouffre. Balancement du vide, qui apporte au très vieux maniaque des cornus l'écho cruel du flot tari, à peine après un instant, disparu avec ses sinistres barques. Cependant qu'approchaient l'un après l'autre les troupeaux anéantis des vagues, incapables de hennir, le croate velours du regard de Dunja, qui sait comment lui faire remonter les siècles, comment la rendre absente, Pierre, après les éternelles courses d'égarement en égarement, Tzigane aux tentes d'Asie, le velours de ses yeux revient, foudroyante pitié. Et le dernier vers, qui est vraiment merveilleux, foudroyante pitié, est si vous étiez des profs de traduction, vous le corrigeriez, parce que le texte italien dit Torna fulmineo lo sguardo di Dunja pietà. Et donc c'est pas la pitié qui est foudroyante, c'est le regard de Dunja. Donc il eût fallu traduire, mais c'eût été beaucoup moins bien. Le velours foudroyant de ses yeux revient, présente pitié. D'accord ? Et je vous rappelle comment il traduit. Le velours de ses yeux revient, foudroyante pitié. D'accord ? Alors évidemment, vous allez dire, c'est une subtilité. Non, c'est pas du tout une subtilité. C'est une question centrale, parce que chez Ungaretti, le poème est un poème d'amour, un poème de retour du son d'une voix aimée et d'un regard aimé. Et donc c'est le regard qui revient, avec comme une espèce d'effraction du passé qui remonte, alors que chez Jacotet, qui dit quelque chose de lui,
c'est ce regard qui revient, provoque un foudroiement de pitié, d'apitoiement. Il le ressent au présent. D'accord ? Et donc, vous voyez ce que ça veut dire traduire des poètes en poètes. Hein. C'est inventer, je reprends cette formule, hein, des transactions secrètes, hein, qui sont des questions tout simplement vitales. Traduire chez Jacotet, ça peut être des questions de, comme il le dit, pour vivre, mais il y a plus vital que la vie, si j'ose dire, hein, c'est l'intensité de ce que nous vivons. Hein, et pour Jacotet, la traduction est cette expérience-là. Alors, sans vous lire les originaux, hein, je voudrais évoquer deux autres expériences de traduction qui sont fondamentales pour Jacotet, c'est Hölderlin et Rilke. Alors ce sont deux poètes hein, qu'il rapproche souvent dans ses textes. Hein. Ce sont deux poètes qui sont évidemment comme des modèles. Et on a l'impression que dans son esprit, hein, il y a une espèce de, sinon de match, hein, du moins comme ça, d'orientation successive, de pôles successifs. Et dans La clarté de Notre-Dame, c'est disons, le côté foudroyé justement de Hölderlin qui l'emporte sur Rilke, hein, qui danse chez le dernier Jacotet, hein, lui apparaît comme un poète dont l'existence a été un petit peu entachée par la vie mondaine de Rilke, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, je voudrais lire une traduction merveilleuse d'un poème de Jacotet, de Hölderlin, Volapsus, un poème de Hölderlin traduit par Jacotet, mais vous allez voir que ce poème est très proche de poèmes que vous avez entendus, et on comprend très bien hein, l'affinité qui lie ces deux poètes, et qui, comme souvent chez les poètes, hein, il s'agit d'affinités sensibles. D'accord ? Jacotet a beaucoup d'admiration pour Musil, il a beaucoup aussi d'admiration pour beaucoup de poètes dont il parle dans les articles que tu évoquais, mais évidemment, avec Hölderlin, il s'agit d'autre chose. Hein. Il s'agit, un peu comme dit d'ailleurs Aristote à la fin de l'Éthique à Nicomaque, hein, de l'ami c'est celui avec qui je sens. Synesthézei, dit Aristote. C'est quelqu'un avec qui, hein, vous avez peut-être ici fait l'expérience, j'imagine, de marche en montagne, et on est encore plus ému de partager une émotion face à une fleur, un oiseau, un visage, hein, parce qu'on la partage avec quelqu'un qu'on aime. Et ça, je crois que c'est le cas avec Hölderlin. Et donc, hein, c'est un très célèbre poème de la période d'Empédocle, hein, qui est composé de 5 quatrains, qui riment en allemand, mais que Jacotet, pour ne pas forcer justement la langue, ne fait pas rimer en français. Au matin, le pré scintille de rosée, déjà plus prompte court la source vive. Le hêtre incline son incertaine cime, et le feuillage, en miroitant, murmure. Autour des grises nuées, là-bas, traînent des flammes rougeoyantes, annonciatrices. Elles enflent sans bruit. Comme les flots sur la rive, elles montent, changeantes, de plus en plus haut. Viens donc. Oh, viens. Et ne me fuis trop vite, ô jour doré, vers la cime du ciel. Car plus ouvert, plus confiant, vole vers toi, Dieu de joie, mon regard, aussi longtemps que ta beauté demeure jeune, que tu ne m'es un Seigneur trop superbe devenu. J'admettrais que tu fuis si je pouvais, ô divin voyageur, te suivre. Et tu souris, de l'insolence heureuse qui voudrait t'égaler, soit. Bénis donc plutôt mon ouvrage mortel, éclaire encore, un jour, de ta bonté, mon tranquille chemin. Et dans ce poème de Hölderlin, vous avez une gamme de motifs et de scènes de Philippe Jacotet incroyable. Le rapport au matin, le rapport à la lumière, hein, l'angoisse hein, de ne pas être capable de saisir le moment qui passe, hein,
la mention du chemin, le tranquille chemin, c'est vraiment un ensemble, si vous voulez. On pourrait faire éclater très facilement ces quatrains dans différents recueils de Philippe Jacotet. Et vous avez remarqué que, enfin, si vous l'aviez ignoré, si peut-être vous ne connaissiez pas le poème de Hölderlin, quand on entend le poème, on a l'impression que c'est un grand poème français. On n'a pas l'impression que c'est une traduction. Alors, là, si vous voulez, il y a tout un débat. Il y a tout un débat entre les traducteurs, les poètes traducteurs, c'est-à-dire, est-ce que le poème traduit doit être une accommodation pour en faire un grand poème français, ou est-ce qu'on doit au contraire faire entendre les aspérités de la langue d'origine pour casser un peu l'accueil en français? Jacotet, lui, en ce sens-là, est un grand poète classique français, et il fait en sorte que les poèmes qu'il traduit puissent être appris tout simplement par cœur, par des oreilles françaises, de langue française, francophone, pour en faire des grands poèmes français. C'est une pratique d'accueil maximale, je dirais. Le couvert est mis pour que le plus de poètes étrangers, de diverses langues, grecques, allemandes, italiennes, bien sûr, puissent s'asseoir à la table du banquet de la poésie française. Et puis, dernier exemple, le poète, je dois dire, vous vous souvenez de l'expression qui est employée dans La Clarté Notre-Dame, ces poèmes qui depuis longtemps me hantent. Alors, José Fleur l'a dit, le poète hanteur, ça me rappelle un vers de Michel Deguy, nul ne fut hanteur plus obstiné. Et donc, le hanteur plus obstiné de Philippe Jacotet, c'est Rilke. C'est Rilke, parce que pour Rilke, si vous connaissez un peu son existence, vous le savez, Rilke rappelle la fameuse lettre de Kafka, je suis littérature, je ne peux ni ne veux être que littérature. Et chez Rilke, Jacotet découvre une dramatique de l'existence littéraire qui ne va cesser de l'accompagner. C'est-à-dire, écrire, c'est ce qu'il y a de plus vital en moi. Et donc, je voulais vous lire où est-ce que je l'ai mis? Oui, merci. Merci. Un très très beau, une très belle traduction. Alors, les élégies et les sonnets, ce sont des textes comment dirais-je, qui sont d'ailleurs un peu comme les Dantes aujourd'hui, et Daniel Robert l'a magnifiquement fait. Ce sont un peu des palestres pour traducteurs poètes, c'est-à-dire ce sont des lieux, si vous voulez, de rencontre où un poète définit véritablement sa poétique. Et traduire Dante, ou traduire les élégies, ou traduire les sonnets Orphée sont des lieux d'extraordinaire confrontation des poésies, des possibilités, d'un poète. Alors je vais lire un poème que Jacotet aimait bien lire, c'est Pour te fêter, c'est un poème de jeunesse de Rilke qui est très très beau. Pour te fêter, aussi doux que le souvenir, les mimosas baignent la chambre, mais notre foi est dans les roses et notre grand bonheur commence. Le bonheur nous éclaire-t-il? Non. À nous, ce premier appel, cet arrêt sur les marches blanches, au pied des profondeurs du temple. L'attente au bord de l'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Dieu des germes, du haut de ses hautes colonnes, jette à nos pieds les roses rouges. Mais je le sens au bord des soirs, nous nous révélerons nos âmes, et de mon âme et de ton âme naîtront figures de silence qui pleureront à voix très basse en s'en allant l'une vers l'autre.